Donc, je suis neurochirurgien à Toulouse où je m'occupe de pathologie crânio-rachidienne et également je suis membre du comité médical de la Fédération française de rugby où j'ai en charge notamment les dossiers autour de la commotion cérébrale. Alors, tout d'abord, un petit mot de contexte pour dire que les choses sont relativement favorables pour les docteurs puisque la Fédération internationale de rugby a souhaité mettre au centre du jeu les questions relatives à la santé des joueurs en général et à la commotion cérébrale en particulier, ce qui fait qu'on est écouté. Alors, pour le rugby professionnel, une grande partie des choses sont issues du cahier des charges que je vous ai affiché ici. Il faut savoir que tous les ans, les championnats professionnels reçoivent un cahier des charges qu'ils doivent compléter, qui définit les moyens à mettre à disposition pour gérer la santé des joueurs professionnels. Et en particulier, il y a beaucoup d'items qui concernent les moyens autour de la commotion cérébrale. Alors, donc, ces éléments de présentation, d'introduction étant mis en place, comment est-ce qu'on gère les commotions cérébrales dans le rugby professionnel? Je vais essayer de vous détailler ce que vous voyez en pointillé à la télévision. Donc, c'est du sport professionnel. On a donc des moyens humains et techniques. L'ensemble de ce protocole, il porte un nom, le HIA pour Head Injury Assessment. C'est un protocole qui se fait en 3 étapes que l'on va voir avec différents interlocuteurs à chacune de ces étapes. Donc, première étape, l'étape HIA1, première situation, la commotion cérébrale, tout le monde l'a vu, y compris l'homme de la rue devant sa télévision. Là, comme ici, avec la perte de connaissance. Donc là, le joueur, il est sorti de façon immédiate, définitive, et le rôle du médecin, c'est de remplir l'élément clinique qui a permis de poser le diagnostic de commotion cérébrale. Ensuite, vous avez d'autres situations qui ne sont pas rares en rugby. C'est des impacts à la tête qu'on juge significatifs, de façon subjective, et pour savoir s'il y a eu ou pas commotion cérébrale, le joueur, on va le sortir pour l'évaluer, on va lui faire un examen clinique neurologique standardisé. Donc là, le rôle du médecin, c'est dans le formulaire HI1, de nommer la situation qui lui a fait sortir le joueur, et ensuite donc de l'examiner donc au bord du terrain. L'évaluation, elle est réussie, il peut reprendre le fil du jeu. Il y a au moins une erreur à l'un des tests neurologiques, il est considéré commotionné, il reste au bord du terrain. Tous les tests qui sont utilisés, c'est des tests consensuels qui sont issus des directives internationales, issus de la matrice 4, si vous connaissez un petit peu le sujet. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans tous les cas de figure où le protocole HIA il a été enclenché, commotion certaine, commotion qui n'a pas fait sa preuve, le joueur il va ensuite passer 2 autres évaluations. Une évaluation HIA2 au stade, quelques heures après l'arrêt du match, et une évaluation HIA3 quelques jours après. Donc, un mot donc, sur ces 2 autres temps d'évaluation. Donc, l'évaluation HIA2, donc 3 heures après la fin du match, avec, là encore, donc, un formulaire spécifique et des tests neurologiques qui sont rapportés dans un rapport. Donc, ces 2 rapports, HIA1, test de bord de terrain, plus HIA2, test au décours, ils vont ensuite être envoyés à un médecin spécialiste qui aura à charge de poser le diagnostic et de définir la durée d'arrêt de sport. C'est l'évaluation HIA3. Donc là, je vous ai mis 2 éminents spécialistes de la région parisienne qui voient les joueurs de Stade Français Paris et Racing Club de France. Et voilà, il y a certains tests à réaliser et puis d'autres qui sont variables selon les spécialistes. En tous les cas, c'est ce monsieur-là, totalement indépendant du club, qui va prendre la décision, commotion ou pas, et durée d'arrêt. Alors, maintenant, c'est beaucoup plus ergonomique. Tout est fait sur une application dédiée pour les professionnels de santé. Donc, je vous ai mis là un petit film d'animation pour que vous voyez comment ça marche. Ça permet d'homogénéiser les pratiques d'application des tests, mais surtout, nous, de collecter les données et ainsi d'avoir des données épidémiologiques solides, exhaustives, et aussi de vérifier que les choses ont été correctement faites, quoi. Alors, quels moyens on a à disposition? Qu'est-ce qu'on met en place? Donc, vous l'avez certainement entendu à la télévision. Donc, il y a un officiel de match qui est le médecin de match indépendant
qui a pour charge de vérifier que tous les standards de prise en charge World Rugby sont bien appliqués, mais aussi, là vous voyez, donc qui a accès à la vidéo en temps réel avec les moyens similaires à l'arbitrage pour identifier les commotions qui pourraient passer inaperçues. Ensuite, tous les acteurs, ils doivent avoir un niveau de formation minimum, avec un diplôme qui est exigé. Et World Rugby vérifie que tous ceux qui sont au bord du terrain, médecins et kinés, officiels de match, ils l'ont passé. C'est le level 2 de World Rugby. C'est quoi ça? En fait, donc, c'est une formation en 2 étapes, comme son nom l'indique. Première étape, donc, en ligne, e-learning, et deuxième étape sur 2 jours en présentiel, ce qui permet qu'on se rencontre tous et on se fait des amis à travers la France, tout le monde étant passionné par le rugby. Alors, un mot sur cet outil-là, l'Observatoire des commotions cérébrales, donc, qui est une institution qui est hébergée par la Fédération française de rugby. C'est une commission qui a en quelque sorte pour rôle de vérifier que les standards de prise en charge ont bien été respectés, de rattraper toutes les commotions qui n'ont pas été vues le jour du match et éventuellement de prendre des sanctions, quoi. Comment ça fonctionne? Il faut savoir qu'on met les moyens, 500 000 € par an. Tous les matchs ils sont revisionnés par des reviewers qui signalent tous les impacts à la tête jugés significatifs. Et notre attachée de recherche clinique, les lundis et les mardis, elle réceptionne ça, elle vérifie. Et tout ce qui peut paraître douteux, elle le transmet à un collège de médecins qui va prendre la décision, oui, il y a eu commotion ou il n'y a pas eu commotion, quoi. Notre objectif affiché, c'est d'en laisser passer aucune. Alors, ça nous permet d'avoir des résultats épidémiologiques assez solides. Donc, quelques chiffres juste. En gros, maintenant, on le sait, après une phase d'augmentation les premières années liée au fait qu'on n'avait pas tous les moyens de maintenant, les commotions cérébrales, c'est 1 tous les 2 matchs dans le rugby professionnel. On peut complexifier à loisir. Vous voyez, on a une idée de l'évolution au fil de la saison. Est-ce qu'il y a des moments où ça survient plus facilement par club, les bons, les mauvais élèves, le poste, etc. Alors, qu'est-ce que ça deviendra dans l'avenir? Ce qu'il faut comprendre, c'est ce que j'essaye de dire aux journalistes qui nous mettent un peu sous pression, c'est que c'est une médecine c'est la suivante. Oh, je reviens en arrière si je peux. C'est... OK. On a un petit groupe d'experts qui réfléchit à des problèmes, des choses qui posent souci, donc notamment celui-ci. Commotion cérébrale, c'est une blessure qui n'est pas grave. Souvent, ça guérit en quelques jours. Mais dans 10 à 20% des cas, les symptômes ils peuvent durer. Et là, ça fait les titres de la presse. Plusieurs sports sont concernés. Je vous ai mis quelques manchettes de journaux. Donc là, on a travaillé avec ces gens-là sur comment on soigne le syndrome commotionnel prolongé. Ce qu'on a présenté à World Rugby cette année. Il y a un gros travail sur la compréhension des impacts au rugby avec mise en place de capteurs embarqués dans le protège-dents, ce qui nous permet de mesurer les impacts. Donc là, vous voyez un impact normal sur la première capture d'écran bleu là, que je vous ai mis, et un deuxième impact plus important qui a occasionné une commotion cérébrale. Donc pour aider au diagnostic et à mesurer la force des impacts expérimentés par la pratique du rugby. Pour diagnostiquer un petit peu plus finement aussi, des fois, quand on sort comme ça, on a ces tests dont je vous ai parlé. Mais là, l'idée avec cet élément-là, c'est de mettre un casque sur les yeux de la personne pour mesurer sa mobilité oculaire qui est perturbée en cas de commotion et qui doit normalement s'améliorer au fur et à mesure de la récupération. Parmi les autres études en cours, je cite ces travaux-là qui sont menés en France avec l'idée de déterminer des biomarqueurs sanguins pour aider au diagnostic des commotions et à la récupération, Université de Clermont-Ferrand, mais aussi pour identifier à partir de quand est-ce que le cerveau d'un sportif il accuse le coup et que peut commencer à s'installer des problèmes neurodégénératifs que je vais évoquer un petit peu plus tard dans la matinée. Ça, c'est mené à Bordeaux. Voilà, donc je suis à votre disposition si vous avez quelques questions. Merci. Merci beaucoup, David, pour cette très belle présentation. Est-ce qu'il y a des questions, éventuellement? Timing respecté en plus, merci David.
Merci beaucoup David pour cette super présentation. Moi j'ai deux questions. La première, est-ce que les casques qu'ils mettent, est-ce que ça protège contre la commotion cérébrale? Et la deuxième, on a bien vu comment ça se passait au niveau professionnel, mais comment ça se passe au niveau amateur? Les casques. Les études ne sont pas toutes concluantes. Je vais essayer de faire court dans la réponse. Au labo de biomécanique, le casque, il est protecteur. Il amortit la transmission de l'onde de choc à travers la boîte crânienne. Mais il y a casque et casque. Un effet protecteur qui varie du simple au double. Et donc, en fait, pourquoi les études, elles ont du mal à trouver ça? Parce que certainement, quand on est au bord du terrain, il n'y a pas d'étude qui a permis d'homogénéiser le modèle. Est-ce c'est un casque neuf de cette année ou c'est le même casque depuis 3 ans? Et donc, si tu veux, à la sortie, on a du mal à montrer un réel effet protecteur, quoi. Moi, je le pense. J'anticipe d'emblée une objection qui voit le jour dans le cerveau de certains, qui disent ouais, mais le casque peut conférer un faux sentiment de protection, et donc je mets la tête en avant, et paradoxalement, je fais plus fréquemment des commotions cérébrales. Je l'ai rencontré une seule fois, ce phénomène-là, et effectivement, ce syndrome de levée d'inhibition, il a déjà été décrit, mais dans un tout autre contexte. Dans le football américain, une année, ils ont modifié le design des casques, et ils ont observé plus de traumatisme de la moelle épinière cervicale, parce qu'effectivement, ce casque, il protégeait plus, et les gens mettaient plus la tête en avant, et ce qui se cassait, c'était le truc mou dessous. Donc, tout ça pour dire qu'il y a des arguments théoriques pour et contre, et qu'à la sortie, les études cliniques ne sont pas toutes conclusives. Ensuite, pour comment ça se passe donc, au niveau amateur? Alors, en fait, c'est assez simple. Lorsque un acteur de rugby amateur le rôle central, c'est celui de l'arbitre. Quand il y a une commotion, il sort un carton bleu. Et ce carton bleu, il a la même fonction le même effet qu'un carton rouge. La licence, elle va être bloquée administrativement. Pour la débloquer, il faut 2 choses. Première chose, il faut que la durée d'arrêt, elle ait été suffisante. Donc, c'est 10 jours en cas de première commotion dans l'année, 21 jours en cas de deuxième et 3 mois en cas de troisième. Et la deuxième chose qu'il faut, c'est que le joueur, quand il rentre chez lui le soir, il reçoit automatiquement sur sa boîte mail un certificat médical vierge qui doit les faire remplir par le médecin pour attester qu'il a bien récupéré. Donc, il faut ces 2 choses, une période d'arrêt suffisante et un certificat médical qui authentifie la récupération. On est bien conscient que la commotion, l'immense majorité des médecins ne savent pas ce qu'il faut faire, ce qu'il faut vérifier, ce que c'est. C'est pour ça que ce certificat médical, il y a déjà les questions que doit poser le médecin dedans. Et donc, il lit les questions, et s'il y a des noms partout, il met le tampon. Casque protecteur, ça sous-entend que la commotion c'est lié à un traumatisme direct. Est-ce qu'on peut avoir une commotion sans traumatisme direct, comme une décélération ou des choses comme ça? Oui, bien sûr. Le consensus international, ça nous dit une commotion, c'est quoi? Un choc à la tête, suivi d'un symptôme neurologique qui traduit le fait que le fonctionnement du cerveau il est altéré de façon transitoire. Pas de lésion anatomique définitive. Mais choc à la tête, c'est vague. Bien évidemment, le plus souvent, c'est un choc direct. Mais ça peut aussi être effectivement un choc indirect de type très forte décélération, quoi. Un événement biomécanique. C'est la donnée d'entrée. Et c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles le casque ne montre pas son effet. C'est que, évidemment, il y a aussi ce mécanisme lésionnel-là. Donc moi, quand j'ai des sportifs qui font fréquemment des commotions, si le sport le permet, je leur dis de mettre un casque que, à mon sens, mais je dis bien pour moi, ça va diminuer le risque sans le faire disparaître totalement. Bonjour. Vous avez abordé le thème du rugby professionnel. On a abordé maintenant le thème du rugby amateur. Le rugby chez les jeunes aussi. Il existe une formation sur les pathologies du rugby, un DU à Toulouse, qui est réservé aux médecins et kinés faisant partie d'une équipe de rugby. Pensez-vous qu'il puisse être à un moment donné intéressant d'ouvrir cette formation à des professionnels de santé, de parents qui suivent les enfants sur le terrain et pour autant prendre en charge une commotion peut-être plus rapidement que 2-3 jours après avoir eu ce choc et évalué par un arbitre qui parfois n'y connaît pas grand-chose? Bien évidemment, c'est du bon sens. Et moi, je souscris totalement ça. Je fais des formations pour les ostéopathes notamment, il faut être pragmatique, c'est eux qui sont beaucoup dans les clubs amateurs.
Il faut que tout le monde soit formé. Au Canada, les parents d'enfants, il faut qu'il y ait un référent formé au bord de chaque terrain pour le hockey sur glace. Donc ouais, non. Alors voilà, je diffuse l'information pour tout le monde. Il y a des formations grand public qui existent. C'est ce que je vous ai montré. La formation World Rugby, elle est accessible à tous. Et vous pouvez déjà la faire, ça va vous donner les premières armes. Et ensuite, c'était une des choses que je voulais faire lorsque je suis arrivé aux responsabilités à la Fédération française de rugby. On a créé un film pédagogique, informatif pour les arbitres. Et là, maintenant, on va travailler avec le service communication pour diffuser quelque chose pour les parents, pour les joueurs, pour leur donner effectivement les premiers réflexes. Moi, je fais partie d'un groupe là pour le ministère des Sports, un groupe d'experts qui a pour volonté de réaliser de prendre en charge ce problème-là pour le sport amateur. Et on ne s'en sortira que si tous les acteurs du sport sont formés. Dans le sport amateur, vous avez aussi un autre problème. Moi, quand j'étais petit, je faisais du rugby et du judo. Donc, vous êtes arrêté au rugby, vous avez le carton bleu, vous ne pouvez pas refaire, mais il faut que quelqu'un pense à dire « Ah, mais il faut aussi que tu t'arrêtes au judo, quoi. » Il faut que tout le monde soit formé sur le sujet. Donc, la formation World Rugby, vous pouvez la faire, le level 1, il est accessible à tout le monde, y compris des non-soignants, c'est prévu. Une dernière question, peut-être ? Oui, bonjour, merci pour la présentation. Quels ont été justement les bras de levier pour former et sensibiliser le public, que ce soit les cadres ou les licenciés à la commotion, et accepter justement qu'on puisse être notamment sorti d'un match et suivi? Là, les bras de levier, il y en a plein, mais après, c'est toujours pareil, tu te heurtes au même problème, quoi. Les moyens humains et financiers, quoi. Et là, quand il faut passer à la caisse, tout le monde dit oui, il faut faire, mais quand on dit très bien, on va faire, ça coûte tant, là, c'est plus compliqué. Donc voilà, alors qu'est-ce qu'on a fait au niveau du ministère? Parce qu'encore une fois, c'est une problématique. Le rugby il est mis sous pression médiatique, mais au judo, par exemple, en sport-études, c'est 20% des moins de 20 ans qui ont déjà fait au moins une commotion cérébrale, ce qui est le chiffre comparable au rugby. Donc c'est une problématique qui touche le monde du sport en général. On estime 22 disciplines sont exposées aux commotions, 5 millions de licenciés. Ça doit se décider au niveau du ministère des Sports, qui a mis en place un groupe de travail. Et après, dans les rouages des ministères, quoi. Donc, d'abord, il a été réalisé un premier travail pour définir qu'est-ce que c'est une commotion cérébrale en France. Et là, actuellement, donc ça a été mis sur les rails. Les fédérations, elles ont été obligées d'écrire un texte. Comment vous gérez les commotions cérébrales dans votre sport? Est-ce que vous avez bien prévu des règlements spécifiques? Et là, la troisième étape là, qui va voir le jour, c'est comment on gère une commotion cérébrale. Mais bon, le texte, il est écrit, et après, il faut encore prévoir d'autres moyens pour le diffuser, quoi. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour les questions.